Toutefois, parmi les innombrables vestiges littéraires légués par la civilisation de Sumer, se trouvent ce que les archéologues appellent les 12 tablettes de la création. Bien que très endommagées par le temps, ces reliques de la première heure de l'humanité nous dévoilent un texte des plus intrigants sur nos origines. Zecharia Sitchin, illustre scientifique et grand spécialiste de Sumer, a participé à la traduction et à la compréhension de ces nombreux textes. L'aspect technique et les connaissances approfondies de ce peuple laissent les scientifiques perplexes. En effet, les Sumériens possèdent une vision de la création du système solaire et de la Terre particulièrement précise et juste, ce qui sous-entend qu'ils envisageaient le monde dans sa complexité physique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sur de nombreux rouleaux retrouvés en Mésopotamie figure clairement la représentation du système solaire, possédant exactement les astres que nous lui connaissons aujourd'hui, y compris Pluton, qui ne fut pourtant découverte par les scientifiques modernes qu'en 1930. Cette minuscule planète, pourtant invisible à l'œil nu, comme au télescope, figure, ainsi que Neptune et Uranus par exemple, sur les sceaux et rouleaux sumériens. Comment ces hommes ont-ils pu obtenir ces informations alors qu'ils ne pouvaient apparemment pas observer physiquement ces planètes? Comment les Sumériens ont-ils compris que le monde n'était pas plat et que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre? Comment ont-ils fait pour concevoir que notre planète évoluait au centre d'un ensemble d'autres planètes tournoyant autour du Soleil, tout ceci en sortant tout juste de l'âge de pierre? La réponse à toutes ces énigmes se trouve peut-être tout simplement dans les textes laissés par ce peuple. Parmi les innombrables découvertes des Sumériens se trouve la religion. Bien qu'il ne s'agisse pas de foi religieuse au sens actuel du terme, le culte divin était extrêmement présent en Mésopotamie, et les retranscriptions stipulent clairement que les connaissances multiples de ce peuple leur ont été transmises par ces dieux. Toutefois, de nombreux points diffèrent entre la conception moderne de la religion et la vision divine des Sumériens. Ce peuple polythéiste possédait des dizaines de dieux nommés Anunnaki. En sumérien antique, Anu signifie les cieux, et Ki peut être traduit par la terre. Ce terme, désignant les dieux sumériens, peut donc être traduit par ceux qui du ciel descendent vers la terre. Les Sumériens ne vénéraient pas les dieux Anunnaki comme nous le concevons aujourd'hui dans les religions monothéistes, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Pour les peuples de Mésopotamie, le terme de Dieu ne désignait pas un créateur, mais plutôt un rang. Les Anunnaki n'étaient donc pas considérés comme des êtres surpuissants voués à être vénérés, mais comme des seigneurs ou des maîtres, qui méritaient le respect et l'admiration des hommes pour leurs immenses connaissances et leur savoir supérieur. Mais qui étaient donc ces êtres divins descendus du ciel? Les textes de Sumer nous indiquent de façon extrêmement précise et technique les origines de ces dieux. Les 12 tablettes de la création stipulent que notre système solaire ne fut pas toujours tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'histoire de cette planète commence, comme cela est écrit sur la 7e tablette sumérienne, au moment de la création de l'univers, il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était bien plus jeune et que notre planète n'existait pas encore. Il y a près de 4 milliards d'années, la Terre, alors 2 fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau, s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une planète du nom de Nibiru s'approcha si près qu'une de ses lunes entra en collision avec Tiamat. Le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite, entre Mars et Vénus, et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui.
La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux et ses restes seraient le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. En bref, elle ne ferait pas forcément partie de notre système solaire. Selon ces textes antiques, vieux de plus de 5000 ans, la Terre serait donc née de la destruction de la planète Tiamat, entrée en collision avec la planète Nibiru. Le plus intrigant dans ce récit est certainement son aspect réaliste. En effet, cette vision de la création de notre système solaire et de notre planète répond à de nombreuses énigmes scientifiques. Les mystères de la ceinture d'astéroïdes, de l'origine des comètes, de la formation de la Lune, mais également des origines de Pluton ou de l'axe de rotation d'Uranus, sont des points décrits précisément par les Sumériens. Les traductions et interprétations de Zecharia Sitchin, disponibles dans ses ouvrages et en particulier dans La 12e planète, expliquent très clairement la vision sumérienne de la création de notre système solaire. Comment un peuple sortant tout juste de l'âge de pierre et entrant à peine dans l'histoire de l'humanité pouvait posséder autant de connaissances et d'exactitude astronomique et physique sur les origines de notre monde? Si leurs écrits sont corrects, et que leur savoir leur a été transmis par les Anunnaki, alors la question la plus brûlante de toutes reste de savoir qui pouvaient bien être ces dieux venus des cieux sur la terre. Les dieux de la première civilisation humaine étaient donc originaires d'une autre planète, Nibiru, un astre colossal, rougeoyant, qui croise le cœur de notre système solaire tous les 3600 ans, était le lieu de vie de ces êtres supérieurs. La planète qui était à l'origine de la création de la Terre abritait donc une civilisation avancée en contact avec l'humanité antique. Les représentations graphiques de l'ancienne Mésopotamie témoignent que ces êtres possédaient une technologie avancée, proche de celle dont nous disposons aujourd'hui. Certains termes ont même été créés et utilisés afin de désigner certains types d'appareils utilisés par les Anunnaki. Les Shem, par exemple, étaient des fusées. Maintenant que nous connaissons les origines de Nibiru et de ses habitants, les Anunnaki, une dernière question reste en suspens. Pourquoi ces êtres venus des cieux sont-ils descendus sur Terre? Et quel lien ont-ils avec les hommes? Une fois de plus, la réponse à ces interrogations se trouve sur les tablettes d'argile et les sceaux cylindriques de Mésopotamie. L'étude de leur traduction a permis de comprendre précisément les raisons de la venue sur Terre des Anunnaki et leur lien avec l'humanité. Sur les tablettes sumériennes, il est dit que sur la planète Nibiru, les habitants appelés Anunnaki avaient acquis une maîtrise certaine du voyage interplanétaire. Toujours selon ces tablettes, il y a environ 450 000 ans, les Anunnaki durent impérativement solutionner un problème atmosphérique pour garantir leur survie. Leurs scientifiques imaginèrent alors de répandre de la poussière d'or dans leur atmosphère pour créer un voile atténuant les radiations du Soleil et permettant ainsi de maintenir une température acceptable. C'est donc pour sauver leur propre planète que les Anunnaki ont quitté Nibiru. Afin d'acquérir de grandes quantités d'or, ils ont décidé d'exploiter les ressources aurifères de notre planète, dont la création cataclysmique, liée à la destruction de Tiamat, avait engendré de grandes quantités de ce métal précieux. Ici, Les antiques Sumériens stipulent également que la tâche s'avéra plus longue et plus pénible que prévu pour les Anunnaki. Afin d'accélérer les extractions d'or, ils décidèrent de créer une espèce hybride d'esclaves intelligents qui travailleraient dans les mines à leur place. Les Anunnaki pratiquèrent donc des manipulations génétiques
afin de modifier le génome des primates évolués de la Terre. Semblables à des australopithèques vivant en Afrique, ces individus virent leur génome mixé avec ceux des Anunnaki. De ces expériences naquirent au total 7 générations d'hybrides. Les 6 premières, ne convenant pas aux exigences des Anunnaki, se virent tout simplement éradiquées. La 7e génération est l'espèce humaine actuelle, plus connue sous la désignation d'Homo sapiens sapiens. Les hommes seraient donc la création du génie génétique de la civilisation extraterrestre provenant de Nibiru. Créé par manipulation génétique, le croisement des hominidés primitifs de la Terre et des Anunnaki aurait donné naissance à l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après de multiples péripéties, les Anunnaki se prirent d'affection pour les hommes et décidèrent de leur offrir la liberté. Nous n'avons retrouvé les mythes mésopotamiens que depuis un peu plus d'un siècle dans les textes qui ont été trouvés, en particulier dans la bibliothèque de Ninive, en particulier le déluge. Mais en réalité, toute la civilisation occidentale, tout le christianisme occidental est imbibé du texte biblique. Et dans le texte biblique, il y a des mythes qui viennent directement du monde mésopotamien. Et toute l'histoire du christianisme occidental est dominée par ces mythes, compris ou pas compris, réinterprétés bien souvent, pas sentis peut-être dans la signification profonde que leur accordaient les habitants de la Mésopotamie. Mais ces mythes sont là et ils nous ont complètement imprégnés. Tout en les aidant à se développer, ils leur apportèrent les bases de la société. Les Anunnaki transmirent ainsi aux hommes les secrets de l'agriculture, de l'élevage, de l'irrigation, l'écriture, les sciences et les lois. Transmettant ainsi les fondations mêmes de notre civilisation, les créateurs Anunnaki permirent aux hommes de s'affirmer sur Terre en tant qu'espèce libre. Tel est le premier récit de l'humanité. Loin de notre conception évolutionniste de la vie sur Terre, ces textes antiques ont toutefois une résonance particulière. L'exactitude des lieux, des termes et des faits décrits ne peuvent nous permettre de les prendre à la légère. Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. The inevitable result was that some of our planes were lost, but how many were due to retaliation and how many were as a result of our own stupidity is a moot point. Wilbert Smith, one of the first Canadians to take an active interest in the subject of UFOs, asked the visitors about the accidental destruction of our aircraft by flying into the vicinity of a flying saucer. The response, and this is, although a few of our aircraft had come to an unfortunate end by what they considered the colossal stupidity of our pilots, they were now taking corrective measures to avoid our aircraft. I asked them, and this is still Smith, I asked them what happened, and they said, well, the fields around the saucers in order to hold them up, in order to produce the gravity differential, the time field differentials which were necessary to operate the ship. These sometimes produced field combinations which reduced the strength of materials to the point where they were no longer strong enough to carry the loads that the materials were expected to carry. Now, as we know, aircraft, particularly the military type, are built with a rather small factor of safety. And in these regions of reduced binding, the materials are no longer strong enough to carry the load, and the craft simply comes apart.
When I read that, I was reminded of the late, great soprano Lily Pons, to smash crystal glass. She would direct the sound at them, and something in the sound waves would change the structure of the glass, and it would fly apart. Well, this didn't satisfy our military chiefs, who must have thought that it was more important to secure American nuclear superiority, even though using it would result in the annihilation of us all, than to take the hint and start moving the planet back from the brink of global disaster. They, the military, must have been and still are so paranoid that they feel it necessary to use the visitors' technology to fight them off, rather than welcome them as partners in development, though they may have seconded a few renegades to assist them in what can best be viewed as diabolical developments. Stephen has said that talking about UFOs is passé, and that we should be talking or limiting our talk to exopolitics. Well, Stephen, I agree with you in theory, but in reality we have a problem when official U.S. policy insists that UFOs don't exist. The veil of secrecy must be lifted, and it has to be lifted now, before it's too late. It is ironic that the U.S. would begin a devastating war, allegedly in search of weapons of mass destruction, when the most worrisome developments in this field are occurring in your own backyard. It is ironic that the U.S. should be fighting monstrously expensive wars in Iraq and Afghanistan, allegedly to bring democracy to those two countries, when it itself can no longer legitimately claim to be called a democracy, when trillions, and I mean thousands of billions of dollars, have been spent on projects about which both the Congress and the Commander-in-Chief have been kept deliberately in the dark. How much has been accomplished in 60 years of feverish activity by some of the most educated minds in the United States? Has America developed flying saucers that are visually indistinguishable from the visitors, as alleged? And if so, what do they propose to do with them? Even more critical, what progress has been made in the development of clean energy sources that could conceivably replace fossil fuels and save the planet from becoming a veritable wasteland? Well, who has the answers? Someone does, but apparently they aren't telling either secretaries of defense or presidents, because they don't have, quote, a need to know. In a story told by Dr. Stephen Greer, President Clinton was asked a question by White House reporter Sarah McClendon about why he didn't do something about disclosure. And Clinton replied, "Sarah, there's a government inside the government, and I don't control it." Excuse me, doesn't the Commander-in-Chief and the person who allegedly has their finger on the nuclear trigger have a right to know what his subordinates are doing? The people of the United States who have paid the bills have the right to know. The people of the world demand to know, because it is our descendants too whose lives are in mortal danger. It is time for the people of the United States to launch a new war against the evil of lies, deceit, and darkness, and go all out to win the victory of truth
and transparency and light. Thank you. Qui, lui, croit aux ovnis et aux extraterrestres, parce que je crois que vous avez vu 4 fois les ovnis. Oui, mais c'est pas ça qui est intéressant, hein. D'abord, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. Hein, depuis 40 ans, je m'occupe de ces problèmes. Mademoiselle disait qu'elle a eu une position un peu sage, n'est-ce pas, wait and see. Non seulement nous savons, quand je dis nous, je parle des ufologues de pointe, hein, pas des groupuscules. Ufologues. Ufologues. Ça vient de UFO, OVNI, ceux qui étudient les ovnis. D'accord. De par le monde, il y en a pas mal. Vous êtes ufologue. C'est cela, oui. Mais vous croyez à l'existence des extraterrestres, mais comment pouvez-vous m'en apporter la preuve? Bon, voilà, vous avez fait un livre, robots, oui, 2 portraits robots, d'après de nombreux témoignages, n'est-ce pas? Et des bases souterraines existent de par le monde, et en France, occupées, non pas par eux, mais par eux. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, nous avons suffisamment d'éléments pour être affirmatifs. Mais alors, où sont ces bases en France? Bah, écoutez, nous avons deux témoignages, l'un qui remonte à 1972 à l'époque, 1972 à l'époque, où on creusait les silos du plateau d'Albion, dont on nous dit qu'il va être peut-être pas fermé, mais enfin servir à d'autres choses. Un vieux monsieur à l'époque, qui était bien loin de l'ufologie, a été très surpris un soir de voir déambuler dans le chantier cet être-là. Cet être-là. Alors, il en a parlé à quelqu'un qui ne nous en a parlé qu'au début de l'année. Nous avons automatiquement réagi, chercher ce monsieur qui est mort. Mais nous avons un parent de ce monsieur qui a décrit, et ça coïncide exactement avec ce portrait. Mais vous qu'avez-vous vu? Moi, j'ai vu à 4 reprises, notamment un engin parfaitement sphérique. C'était début juillet 1965-66, donc en plein jour. Une sphère de métal, d'apparence métallique, de laquelle tombaient, si vous voulez, 2 faisceaux lumineux courbes qui s'arrêtaient net. Et entre ces 2 faisceaux, on avait l'impression que descendaient des feuilles de journaux enflammées. Alors ça, rien de ce que nous possédons, nous terriens, ne correspond à cela. Ouais. Bon. Est-ce qu'à votre avis, les extraterrestres sont investis d'une mission? Ben, leur mission, maintenant, nous savons beaucoup plus de choses, contrairement à ce que des groupuscules. Vous savez, c'est un panier de crabes, l'ufologie. Il y a les vieux de la vieille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez. Bon, ce que je pense, ou ce que je sais. Ces êtres sont... D'abord, il y a une trentaine d'espèces. Nous, manque de peau, les humains, nous sommes tombés sur les mauvais. Quand ils ont passé des accords avec les Américains vers la fin 47, début 48... Attendez. Oui, les extraterrestres ont passé des accords avec les Américains. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite avec les Russes. Vous savez, on le sait. Comment expliqueriez-vous que l'ensemble des nations, tous se menacent, tous veulent se bagarrer, ou voler? Depuis un an, ça a changé. Et ils sont d'accord, les chefs d'État, les gouvernements, sur un seul problème. Vous voulez dire que George Bush rencontre les extraterrestres, que Gorbatchev rencontre les extraterrestres et se mettent d'accord? Je ne sais pas s'ils les ont rencontrés. En tout cas, il y a un pont entre les extraterrestres et George Bush et Gorbatchev et les jeunes chefs d'État. C'est le MJ-12, le Majesty 12, qui est le nom-compte d'un organisme planétaire. Tout ceci, évidemment, est étouffé. Et c'est tellement vrai qu'en ce moment, les médias en France essaient de nous faire croire que ce que nous avons vu lundi soir, ces structures, etc., sont une météorite ou une retombée. Alors je voudrais montrer quelque chose. On nous prend pour des imbéciles. Voilà les caractéristiques d'une météorite. C'est rapide. 40 km/s, ce qui fait 2400 km en 1 minute. Et on a vu ces engins pendant environ 1 minute et demie, 3 minutes. Ne les non pas, gardons 1 minute. Alors, les témoins que j'ai interrogés, qui m'ont appelé, qui m'ont faxé, etc., sont tous d'accord, minimum 1 minute, 1 minute 30. Vous savez, l'œil, quand on regarde quelque chose entre 2 pâtés de maison, et que ça met 1 minute pour traverser ce champ, ça ne va pas à 2400 km à l'heure. Donc pour vous, c'était pas un météorite? Rien à voir. Rien à voir non plus avec une chute d'objets spatial. Vous avez souhaité... Nous, avec l'armée, on va ouvrir une parenthèse, parler budget. Est-ce que c'est pas aussi un peu la raison pour laquelle ça avance pas tellement rapidement la recherche sur les ovnis? Vous financez vous-même vos recherches avec votre propre portefeuille. Est-ce qu'il existe
aux États-Unis d'Amérique, en 1990, un programme soit gouvernemental ou militaire ou social par des compagnies privées qui finance actuellement, à gros budget, une recherche sur les OVNI. À mes connaissances, il n'y a aucun groupe qui finance une recherche. Alors je ne sais pas ce que font, je ne suis pas dans le secret des dieux de ce que peuvent faire certains groupes militaires, mais il n'y a pas de groupe civil qui ait un budget pour l'étude des OVNI. Aujourd'hui, si un objet volant non identifié est détecté par un radar d'une base de l'armée de l'air américaine, bien entendu, il y aura une intervention. Il y aura des jets qui décolleront, de même qu'au Canada, il y aura des jets canadiens qui décolleront pour identifier cet objet. Donc, de ce point de vue-là, il y a toujours, ça reste de la mission de l'armée de l'air, de toutes les armées de l'air du monde, d'identifier les objets qui se trouvent au-dessus de leur territoire. Alors très souvent, ces objets s'avèrent être des illusions, des mirages, des ballons sondes ou des Tupolev. Ça n'empêche qu'il y a un certain budget qui est dépensé pour aller, pour lancer des avions, pour aller les identifier. Il y a actuellement deux pays au monde qui ont effectivement un groupe de recherche avec un budget, c'est l'Union soviétique et la France. Je suis assez au courant, en contact avec les scientifiques des deux groupes. En France, il y a depuis une quinzaine d'années un tout petit groupe, sous l'égide du Centre national d'études spatiales à Toulouse, qui est dirigé par un ingénieur qui s'appelle Jean-Jacques Velasco, qui intervient sur tous les cas qui sont rapportés à la gendarmerie. C'est-à-dire, il y a une filière parfaitement officielle. Quand un cas est rapporté par la gendarmerie envoie un telex à Toulouse, et l'équipe de Toulouse intervient. Alors c'est une toute petite équipe, encore une fois, qui a donc un budget extrêmement restreint, mais qui a à sa disposition tous les laboratoires du CNES. Donc ces laboratoires, les dépenses de ces laboratoires n'apparaissent pas dans son budget. Donc ça représente quand même un effet de levier absolument considérable, puisqu'ils ont à leur disposition des analyses du sol, analyses photographiques, ordinateurs, etc. Puis l'URSS, c'est pareil. Alors, en URSS, il y a un groupe à Moscou pour l'étude des anomalies physiques, qui est dirigé par Vladimir Ajaja, et qui travaille sous l'égide des sociétés d'ingénieurs de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas sous l'égide d'un ministère particulier, mais sous l'égide d'un groupe d'ingénieurs. Un groupe de sociétés d'ingénieurs. Alors, aux États-Unis, il n'y a rien pour l'instant. Militaire, gouvernemental, à tout le monde, il n'y a pas de publicité s'il y en a. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a la même chose ici au Canada? Avez-vous des tuyaux que nous n'avons point? Je ne connais pas du tout la situation canadienne. Bon, vous en êtes quand même à votre premier voyage au Canada. J'ai fait d'autres voyages au Canada pour mon travail en informatique, mais je n'ai jamais enquêté sur le phénomène ovni au Canada. Vous n'enquêtez pas ici. Bon, ça va. Maintenant, pour ce qui est des programmes militaires américains, nous avons connu le projet 5, Rouge, New Project Rouge, Bears et tout ça. Il y en a eu 7 que nous connaissons ici au Québec. Je viens d'apprendre le 43 que je ne savais pas. Est-ce que vraiment il y a une volonté militaire aux États-Unis de cacher la vérité des ovnis et est-ce que aussi les Américains militaires connaissent l'origine et la nature du phénomène? Je crois qu'il faut séparer les deux questions. Il n'y a aucun doute, à mon avis, et j'en ai longuement discuté avec le professeur Heineck au cours des années où nous travaillons ensemble, il n'y a aucun doute que les services militaires américains, comme d'ailleurs les services militaires de tous les pays, doivent avoir une masse de données quantifiées, détaillées sur ces objets qui n'ont jamais été révélées et qui devraient être révélées. Je crois que c'est un crime que ces données ne soient pas soumises à l'attention du public scientifique en général, soit simplement publié. Ça, vous êtes certain? Ça, j'en suis certain pour deux raisons. D'abord, dans les cas de l'armée de l'air américaine, il y avait un certain nombre de cas qui étaient effectivement classifiés. Et ces cas, donc, je n'y avais pas accès, sauf quelques rares exceptions où j'ai pu obtenir la levée du secret sur certains de ces cas. Ces cas n'ont en général absolument aucune raison d'être gardés secrets, c'est-à-dire dans la mesure où ils n'ont rien à voir avec les sécurités nationales, etc. D'autre part, plus important, j'ai souvent des témoins qui sont venus me voir personnellement après des conférences comme celle-ci ou m'écrivant après l'apparition d'un de mes livres en disant « J'étais pilote du Strategic Air Command, j'ai fait mon service dans l'armée de l'air, j'étais radariste en Alaska, etc. Et tel jour à telle heure, on a vu telle chose, toute l'équipe l'a vu. Nous avions des données, nous avons filmé les objets, nous avons filmé les écrans de radar et deux hommes sont venus, ont confisqué toutes les données, nous ont fait un briefing en nous disant que c'était jamais arrivé et qu'il fallait pas en parler. Donc ces données sont bien quelque part. Ces données devraient être... Alors est-ce que ça veut dire que les militaires américains, canadiens, français ou russes ont la solution du problème? Non, ça veut dire simplement qu'ils ont une masse de données.
Ils ont une masse de données qui devrait être mise, encore une fois, à la disposition des scientifiques. Et à ce moment-là, l'opinion scientifique changerait très rapidement et évoluerait très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de ces hypothèses qui stipulent que les êtres de l'autre dimension aient pu signer des pactes d'engagement avec le gouvernement américain afin de s'approprier certains privilèges sur Terre, en échange de quoi une technologie est livrée aux Américains, quoi, en premier lieu? Ces rumeurs, on les a toujours entendues. Hein. Déjà, elles remontent aux années 40, aux années 50. On disait déjà que la révélation était imminente de l'existence de vaisseaux extraterrestres. Il ne s'agissait pas, d'ailleurs, dans ces rumeurs, d'êtres ou d'autres dimensions, mais toujours d'extraterrestres. C'est-à-dire, nous sommes visités par des extraterrestres d'une planète arbitraire. D'ailleurs, la planète change au cours des révélations successives. Et le gouvernement, bien entendu, sait tout là-dessus et va nous dire la vérité. En général, jusqu'ici, ces espoirs ont toujours été déçus. On n'a jamais ça n'a jamais été suivi d'action de la part de qui que ce soit. Et quand on essaye de remonter la filière d'où viennent ces rumeurs, on se perd toujours dans des marécages plus ou moins curieux. La dernière cuvée, si vous voulez, de ces rumeurs vient d'un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées, qui s'appellent John Lear, Bill Cooper, Bill English, avec qui j'ai longuement discuté de ces questions. Il me semble que ce ne sont pas des farceurs, ce sont des gens qui, à ma grande surprise, semblent parfaitement sincères, ils semblent croire à ces rumeurs, ils semblent croire à ces informations. Les documents sur lesquels ils se basent, comme les documents sur l'existence du MJ12, etc., sont d'une authenticité absolument discutable. Et tous ces documents ou ces soi-disant fuites remontent à l'intérieur de la communauté du renseignement. Donc, par définition, peuvent aussi bien être une désinformation qu'une information. D'ailleurs, Bill Cooper, je crois, et en tout cas John Lear sont les premiers à l'admettre. Bill Moore, par exemple, a admis, confessé lui-même à Las Vegas, une réunion d'ufologues en août dernier, qu'il avait été utilisé comme indicateur par des services de renseignement de l'armée de l'air et qu'en particulier, il avait été utilisé pour lancer des faux documents et de la désinformation à l'intérieur des milieux ufologiques. Il a révélé ça quand? Il a révélé ça en août de l'année dernière, en août 1989, à Las Vegas, dans un document qui a été publié depuis, d'ailleurs, qui a été publié par le MUFON en particulier. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir, à laquelle Bill Moore lui-même ne peut pas répondre. Alors, Bill Moore dit qu'il s'est laissé utiliser comme ça pour comprendre quelle était véritablement la motivation des milieux gouvernementaux qui lançaient ces informations. Il a dit qu'il était en fait un espèce d'agent double et qu'il s'était laissé utiliser pour voir jusqu'où ça allait, pour essayer de comprendre le mécanisme. Alors, bien entendu, que peut faire un scientifique devant ça? Dans la mesure où il n'y a absolument rien de tangible. Il n'y a absolument rien, il y a des documents dont l'authenticité n'est absolument pas démontrée. On peut simplement se poser des questions pour savoir quelle peut être la motivation des gens qui ont lancé ces documents. Parce que si la preuve existe dans les milieux gouvernementaux, que la preuve soit fournie. C'est pas, si on voulait révéler, si quelqu'un au gouvernement voulait révéler l'existence d'un phénomène, s'ils avaient la preuve de l'existence du phénomène, l'Académie nationale des sciences pourrait le révéler. Enfin, il y a une foule il n'y a pas besoin de passer par Bill Moore ou par vous ou par moi pour révéler ce genre de choses. Il y a des gens qui ont une crédibilité beaucoup plus grande devant le public pour le révéler. Donc ces manœuvres sont extrêmement suspectes et il est possible alors que justement le but de ces soi-disant révélations soit de faire dévier, de déstabiliser la recherche sur le phénomène s'il y a un groupe qui essaye d'en garder l'exclusivité. Ce qui est classique, on a tous un peu la jalousie de notre recherche parce que lorsqu'on sent arriver bientôt à une solution, on veut être au moins le premier à dire « oui, j'ai trouvé le problème du sida, oui, j'ai trouvé le problème de ci ou de ça ». Est-ce que justement, ce n'est pas justifiable si l'armée sait tout, voit tout sur ses radars, a d'excellents documents, elle est donc convaincue de l'existence physique du phénomène, n'y aurait-il pas simplement un désir de jalousement conserver les résultats qui suivront et d'égarer les autres sur de fausses pistes? C'est possible, ou alors il est possible que ce ne soit pas l'armée du tout, que ce soit simplement un groupe particulier. À l'intérieur des agences du gouvernement, il y a aussi des gens il y a aussi des lunatiques, il y a aussi des gens qui ont peut-être des motivations personnelles ou des motivations politiques pour faire ce genre de choses, pour semer cette désinformation. Le grand secret à Washington,
et peut-être à Ottawa, c'est peut-être qu'ils ont beaucoup de données et qu'ils n'ont aucune idée de la solution du problème. Ça ressemble au lac Meach, ça. Pardon? C'est exactement le même scénario. J'ai gardé votre carbone de tantôt, c'est pour ça. Notre lac Meach, vous savez, c'est le problème de la solution Québec-Canada. Exactement. Vous connaissez sûrement, vos informateurs vous ont dit. C'est peut-être le grand secret qu'il faut absolument faire croire au public que le gouvernement a la réponse, qu'il faut rassurer les petits-enfants que notre grand-père à Washington sait tout et veille sur notre sécurité. Mais à étudier avec INEC les 11 000 dossiers de l'Air Force, jamais un petit bonhomme en noir dans sa Cadillac noir, non identifié, non plaqué, est venu frapper à votre porte pour saisir vos documents, sachant que le grand Jacques Vallée allait bousculer la tranquillité sociale. Jamais. Non, ça aurait été intéressant si ça s'était produit. Par contre, nous avons trouvé plusieurs cas. D'ailleurs, dans un de livres que j'ai écrit avec INEC, Les frontières de la réalité, on a rapporté un cas qui s'était passé dans le nord des États-Unis où il y avait 4 chasseurs qui s'étaient trouvés devant un objet et devant un être qui se trouvait à côté de l'objet. Et l'un des chasseurs avait pris peur, avait tiré et apparemment avait abattu cet être. Et ils sont rentrés chez eux et dès le lendemain matin, ils n'avaient fait aucun rapport à personne. Dès le lendemain matin, il y a effectivement une voiture qui s'est arrêtée devant leur porte et des gens qui en sont sortis et qui visiblement connaissaient tous les détails de l'expérience. Alors, tout ce qu'on pouvait faire, c'était rapporter ce cas comme il nous a été donné. On n'a jamais pu retrouver qui étaient ces enquêteurs. Ces hommes en noir qu'on appelle les Men in Black. Là, oui, en fait, ils n'étaient pas en noir, mais ils avaient une attitude tout à fait officielle. Ils étaient en complet. Mais est-ce que vous, personnellement, ou INEC, avez fait l'objet de menaces? Jamais. Jamais? Pas de téléphone rouge à sonner chez vous? Non. On vous a jamais confisqué vos documents? Jamais. Toujours pleine liberté à enquêter dans ce qui vous plaisait? J'ai jamais eu la moindre... En fait, l'attitude de l'armée de l'air a plutôt toujours été ouverte. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un malentendu, un immense malentendu parmi les ufologues sur l'attitude de l'armée de l'air américaine. L'armée de l'air américaine, clairement, n'est pas un organisme de recherche. Et ça, il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. C'est le major Quintanilla qui dirigeait à ce moment-là le projet Livre Bleu, qui m'a dit... Je lui disais, mais enfin, vous avez des centaines de cas dans vos dossiers ici qui sont non identifiés. D'après vos propres conclusions, vous les appelez non identifiés. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la recherche sur ces cas-là? Et il me disait, mais mon cher ami, nous ne sommes pas là pour faire de la recherche, nous sommes là pour identifier, intercepter et détruire les objets inconnus qui volent au-dessus des États-Unis. C'est clair. C'est un objet qui vole au-dessus des États-Unis, qui est détecté par un radar. C'est la même chose au Canada, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Chine, en Union soviétique. On lui demande par radio qui êtes-vous. S'il répond je suis United 231 Heavy, je vais à Chicago, on laisse aller à Chicago. S'il ne s'identifie pas, on envoie des jets pour voir ce que c'est, pour voir si c'est peut-être un avion en difficulté. Si on s'aperçoit que c'est un Tupolev, on lui dit camarade, retournez vers la droite et on le guide soigneusement vers la frontière. Si c'est pas un Tupolev, que c'est pas un United Airlines, que c'est pas un ballon sonde, que c'est pas un Mirage, on essaye de l'abattre. Et il y a des cas que rapporte Ruppelt dans son livre, qui est tout à fait remarquable, où des chasseurs américains ont tiré sur des ovnis froidement, en général sans résultat. Il y a un cas où il y a peut-être eu un fragment, d'après le pilote, il y a un fragment qui aurait été détaché de l'objet. Dans la plupart des cas... Non récupérer le fragment, forcément. Ruppelt ne dit pas ce qui s'est passé ensuite. Dans la plupart des cas, les ovnis ont disparu plus vite que le missile, plus vite que la fusée. Et dans la mesure où ces objets n'avaient jamais démontré une hostilité vis-à-vis de la nation américaine, il n'y avait pas de justification pour Par contre, l'armée de l'air a toujours dit très clairement que ces dossiers étaient à la disposition des savants. Et j'ai vécu toute la période de 65, 66, 67 où l'armée de l'air cherchait une université pour faire de la recherche là-dessus. Si à ce moment-là, le advisory board, le comité des conseillers scientifiques de l'armée de l'air, avec O'Brien, avec Carl Sagan, etc., avait dit que le phénomène méritait d'être étudié, il y aurait eu des millions de dollars du budget de l'armée de l'air aurait été à la disposition des savants. Et je crois que la responsabilité dans ce cas-là est bien sur les épaules de la communauté scientifique américaine, beaucoup plus que sur les épaules des militaires.
Especially if your country is full of brown people. That's our new job in the world. My mind doesn't work that way. I'm talking about the fact that a war is rich old men protecting their property by sending middle class and lower class young men off to die. Forget these foolish elections. The owners of this country don't care about the poor in general. The owners of this country, what are we going... But is this Karl Marx talking to me? The owners of this country are the voters of this country. You're wrong about that, my friend. Aren't the owners of this country the voters in this country who elected George Bush? No, they're not. Listen, politics, these elections are a charade. It is a charade. Oh, okay. They are meant to... Well, I'll tell you, just listen for a minute. Learn a little something. The elections and politicians are in place in order to give Americans the illusion that they have freedom of choice. You don't really have choice in this country. All of the things that are important, reduced in choice. Newspapers in the city, how many? It used to be 3, 4, now it's 1 or 2 that are owned by the same people, and they also own a radio station. Give these people a voting day every year so that they'll have the illusion of meaningless choice. Meaningless choice that we go like slaves and say, "Oh, I voted." The limits of debate in this country are established before the debate even begins, and everyone else is marginalized. They're made to seem either to be communist or some sort of disloyal person. A kook, there's a word. And now it's conspiracy. See, they've made that something that should not be even entertained for a minute. That powerful people might get together and have a plan. Doesn't happen. You're a kook. You're a conspiracy buff. Conspiracy buff. Okay. Not as a result of a conspiracy, but because... You don't need a formal conspiracy. Right. When interests converge, these people went to the same universities and fraternities, they're on the same boards of directors, they're in the same country clubs, they have like interests, they don't need to call a meeting, they know what's good for them, and they're getting it. And there used to be 7 oil companies, there are now 3, it will soon be 2. The things that matter in this country have been reduced in choice. There are 2 political parties, there are a handful of insurance companies, there are about 6 or 7 information things. But if you want a bagel, there are 23 flavors because you have the illusion. You have the illusion of choice. When they do their terrorist events to blame on someone else, they are very ritualistic in nature in terms of when they're done, where they're done, and how they're done.
So 9/11. I mean, 9/11. What do you dial for an emergency in America? 9/11. Yes. You find this so often in these events that they engineer. Did you know that the Madrid train bombs were exploded 911 days after September the 11th, 2001? Doesn't surprise me, because the thing is that when I started researching this, my bloody jaw was dropping, not just at the ritualistic and symbolic nature of what they did, but the scale and detail of it. Yes. It's almost like someone's created a computer program to give you the perfect symbolic, ritualistic background to the latest horrific event. Like something out of the Tower Inferno, like a movie. Now, in your book, Alice in Wonderland and the World Trade Center disaster, you actually point out that those twin towers are symbolic architectural edifices, which I think you compared them to the twin pillars of Freemasonry, Jachin and Boaz. So you've got everything there. You've got like, would you say that it was like a mass ritual, a mass sacrifice? Yes, that's what wars are, they're mass sacrifices. Yes. This shock and awe in Iraq, for instance, was there to have a mass sacrifice. We don't target civilians is absolute nonsense. Of course they target civilians. They want as many dead people as possible. And of course Iraq, the former land of Sumer and Babylon, has enormous significance to these people, because they go back to that period and that area of Babylon, etc. In fact, what we're seeing now is global Babylon when you look at the symbolism of Babylon. Yes. And for them to kill all those people there, it is a mass ritual sacrifice. Get in here! Get away from the glass! Oh, my is out there! My is out there! The whole building, watch the debris come down the street. Don't open the door, please. Get away from the window. Get away from the window. Don't open the door. Get behind. Oh my God, thank you, thank you, thank you. Oh my God. Oh my God! You're right! Oh my God, you saved my life! You saved my life! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! And what I would say to people is, if you are going to judge what this state of consciousness would do on the basis of what you would do, then you're going to lose the plot from the first, because you have a level of compassion, you have a level of empathy, that's the word, empathy, with people who suffer the consequences of your actions. That empathy is what balances out your behavior towards someone else, because you have empathy with the consequences for them. You remove that empathy, and this controlling consciousness has no empathy, not even with itself, never mind its victims and its targets, because they are as ruthless with each other as they are with the human race. You take away that empathy, and there are no fail-safe mechanisms to block extreme behavior. So, whoa, the people who run America wouldn't kill 3,000 of their own people. What? They'd have a party. This is not about Americans doing it to Americans. This is about this consciousness working through physical forms that appear to be American, doing this to what are nothing more to them than humans' perception of cattle. A situation that started bad just gets worse and worse and worse. The World Trade Center, South Tower,
which was hit by a plane and wrecked by an explosion approximately an hour ago, has totally collapsed.